Alors me voici, Denise Piard, mon mari Piard des Piards. Moi je suis né au lac des Rouges-Truites, dans la famille Bouvet, qui était de Saint-Pierre, donc de famille très grand-valière. À la mort de mes parents, j'ai hérité de cette maison, qui était la maison de mes grands-parents maternels. Nous avions besoin d'une grande maison parce que nous étions nombreux en famille. Donc nous avons entrepris de restaurer cette maison qui est une très vieille maison. La plaque de cheminée date de 1730. Alors vous voyez qu'en 1730, la cheminée fumait déjà. J'ai connu ma grand-mère qui était très attachée à son jardin, le jardin que vous avez sous les yeux. Je la vois encore dans mon souvenir en train de bêcher. On cultivait les pommes de terre, on cultivait les betteraves, enfin tous les légumes nécessaires à la famille. Mais en plus de ça, elle aimait raconter. Elle aimait raconter des histoires à peu près sur toutes les familles du pays. C'est comme ça que j'ai été initié au patrimoine, mais que ça m'a donné cette tendance d'aimer à conserver. D'aimer à conserver et de conserver des souvenirs de ce vieux temps. Du temps des gens anciens, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient très très familières dans mon enfance, qui faisaient partie de la vie de tous les jours et qui sont complètement oubliées. L'histoire des familles que ma grand-mère savait par cœur, comme les Noirs vous racontent en Afrique toute leur généalogie depuis on ne sait quel ancêtre, ma grand-mère savait aussi les généalogies de près de toutes les familles d'ici. Ce qui est très intéressant quand on vient vieux, de savoir les liens qu'il y a eu et les histoires qu'il y a eu dans le pays, à tel endroit, même des histoires municipales, même des histoires de construction d'églises, par exemple. Alors c'est de ma grand-mère maternelle que je tiens tout ça. La création des Amis du Grand Vaud il y a 30 ans m'a donné l'occasion avec d'autres, parce que je n'étais pas toute seule, d'autres dont il reste, je suis une des dernières survivantes, de créer cette association des Amis du Grand Vaud, dont c'était de sauvegarder les témoins du passé. Sauvegarder pourquoi? Parce que, à mesure qu'on vient vieux, on sent ça plus profondément, le passé vous intéresse plus que quand on est jeune. Et les amitiés, les amours du passé, les amours familiales, entre autres, le grand-père, la grand-mère, occupent plus de place dans votre idée qu'au moment de votre vie active. C'est ainsi que je peux dire devant tel objet à quoi il servait, quelle était sa fonction, où on pourrait retrouver le même, etc. Donc une petite science du patrimoine, ou une science très élémentaire, parce que je n'ai jamais eu une formation comme on en voit maintenant pour s'occuper de ça. J'ai été formé en somme sur le tas, par la grand-mère et par les découvertes que j'ai pu faire un jour ou l'autre. Parce qu'à ce moment-là, il y a bien des gens qui débarrassaient leur grenier, et j'avais pas mal d'amis dans le pays, et qui me disaient, si cette chose vous intéresse, prenez-la, si ça vous plaît, prenez-la. C'est comme ça qu'on a constitué, non seulement chez moi, où j'ai une petite galerie d'objets anciens, dans la maison qu'on loue en gîtes ruraux maintenant, mais aussi la collection des Amis du Grand Vaud, qu'on avait rêvé de mettre dans notre maison des Amis du Grand Vaud, et un vœu qui n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. Peut-être que les temps modernes
qui attachent plus d'importance officiellement à ces témoins du passé. Peut-être que les circonstances seront meilleures, les temps seront meilleurs, on peut toujours l'espérer. Je dirais des objets du passé qui nous tient à cœur. Hein? J'aime bien rapprocher patrimoine avec un sentiment intime que chacun a pour ses ancêtres, son père, sa mère. On n'est pas obligé de remonter au Moyen-Âge, mais remonter seulement une génération, ce n'est pas donné à tout le monde dans les jeunes. Combien d'enfants ne savent pas le nom de leur grand-père et grand-mère? Et ils nous disent, oui, mais c'est compliqué, on en a 4 en principe, au moins 4. Alors si on parle des arrière-grands-parents, combien en a-t-on? J'ai souvent posé la question aux enfants qui ont de la peine à répondre. C'est ça une initiation au patrimoine. Les objets parlent. J'ai vu le titre d'un livre qui est édité récemment, mais que je ne sais que le titre, je ne l'ai encore pas eu entre les mains, Parole d'objets. Alors oui, les objets parlent. Et c'est ça le patrimoine, laisser parler les objets. Le semeur, on a parlé de la semeuse sur les timbres, le geste auguste du semeur, ça c'est du Victor Hugo, c'est pas du Lamartine. Mais est-ce que les jeunes se représentent ce que c'était ensemencer de blé, de céréales, surtout dans nos pays où on n'avait pas des grandes étendues, comme il fallait que ce soit fait minutieusement. Il y a une chanson, une vieille chanson ici, que j'ai entendue chanter par un vieux, mais qui a repris une certaine vogue qui disait sème ton grain, le bon Dieu, j'espère, le rendra bien. Ah, la belle avoine, que le bon Dieu nous la ramène. C'est un chant qui maintenant qui a été noté et qui est dans les chants populaires. Mais j'ai entendu un vieux qui aurait maintenant 100 ans la chanter à sa façon. Alors le travail de la terre, c'est un thème. Le travail dans les scieries aussi était une chose très grandvalière. Et le moindre cours d'eau alimentait une scierie. J'ai eu l'occasion d'expliquer à des jeunes qui s'intéressaient donc aux scieries qu'il y avait tout un travail sur l'eau pour actionner la scie manchotte ou la scie déjà multiple qui était sur nos petits cours d'eau. Le moindre petit cours d'eau était exploité en scierie. Qui ont évolué, il en reste encore. La scierie du Moulin-Morée, qui est une grosse scierie, était sur un petit cours d'eau insignifiant. Mais c'était tout un travail pour les ancêtres d'aménager les rives du cours d'eau pour pas qu'il y ait de perte de courant, que le courant divague et se perde. D'aménager une écluse, c'était tout un travail. D'aménager un arrivoire, c'était tout un travail pour augmenter la force de la chute. Eh bien, c'est des choses absolument ignorées maintenant, même de ceux qui prétendent faire des études au sujet des scieries. Il faut savoir l'origine des scieries et c'est là que les choses parlent. Parlons de scieries, parlons de fromagerie. On a une fromagerie qu'on a réussi à Ancienne, qui est la propriété des Amis du Grand Vaud, où on peut expliquer comment on faisait le fromage autrefois, qui était déjà notre comté de maintenant. Alors, les objets des scieries, des fromageries, le pèse-lait, les petites rondottes qu'on appelait des bagnolets, tout ça, ce sont des objets qui parlent. Si on est dans le tissage, quelqu'un m'a demandé dernièrement de faire un petit traité sur le tissage, parce qu'on cultivait autrefois ici le lin et le chanvre. Et quand on voit des tissus d'autrefois en lin, on admire la finesse
de cette espèce de batiste qu'ils arrivaient à faire pour de la lingerie très soignée. Quand ils faisaient des nappes en croisée, c'était aussi en lin. Et elles durent encore, ceux qui les ont conservées. Elles sont blanches et d'un aspect rustique qui enchante. Alors comment est-ce qu'on arrivait à cultiver du lin, du chanvre ici? Comment le traiter pour arriver à faire ces beaux tissus dont il nous reste quelques rares échantillons? Eh bien, il y a tout un matériel aussi, des choses qui parlent, le braqueux, même les scieries qui servaient à la fois de fouloir pour le chanvre. On cultivait le chanvre et le lin dans le pays. Chose complètement abandonnée. Demandez donc aux gens comment ça pousse le chanvre. Il y en a qui savent maintenant et qui savent en faire pousser. Hein? Et c'est défendu. Mais il y a le lin, on n'en voit plus trace de lin. Autrefois, il y avait des champs de lin. Et dans toutes les vieilles maisons, il y avait un petit enclos dans le jardin où on engraissait suffisamment pour cultiver séparément des légumes, le chanvre et le lin. Mon grand-père paternel était roulier à Saint-Pierre. Et ceux de Saint-Pierre étaient célèbres. Les Bouvets de Saint-Pierre, entre autres, étaient célèbres, mais pas rien que les familles Bouvet. Je pense que toutes les vieilles familles de Saint-Pierre ont des rouliers dans leurs ancêtres. Hein. Alors, ils avaient trouvé un système qui n'a peut-être pas été particulièrement prisé. Ils avaient quand même à transporter des planches, du fromage et des objets fabriqués. Alors, ils avaient trouvé un système pour pouvoir charger comme il faut. C'était dans somme l'ancêtre des smirmorques. La voiture était en deux parties. Il y avait une voiture d'abord, ensuite la semi-remorque, qu'on dirait maintenant, et ce qui faisait la liaison entre la voiture et la semi-remorque, c'était les planches qu'ils avaient achetées dans les scieries ou qu'ils allaient livrer dans les pays qui avaient besoin de bois. Ici, on avait du bois en surplus. Et ce que les scieries fournissaient étaient capables déjà de faire des planches. Et les rouliers commençaient par charger des planches sur leur équipage. Et c'est sur ces planches, donc ils avaient un grand plateau, qu'ils pouvaient entasser les autres produits, c'est-à-dire les produits de la boissellerie, qui était aussi une tradition dans le Grand Vaud, et les fromages, qui en faisaient déjà des grosses meules de comté à ce moment-là, que l'on disait gruyère, que l'on disait vacherin, qu'on appelait de différents noms. Donc vous voyez, les rouliers partaient à plusieurs équipages à la fois. Ils n'allaient pas tout seuls parce que dans les montées qui allaient se trouver très vite là, un équipage tout seul, un attelage tout seul ne pouvait pas monter la voiture. Mais comme ils étaient en groupe, on détachait les chevaux pour doubler la première voiture. Ensuite, les équipages refaisaient marche arrière pour la deuxième voiture et pour la troisième voiture. En somme, tout le monde était en haut de la côte. Et ils allaient décharger, par exemple, à Châlons. On a des traces de leur, par lettre de ces expéditions sur Châlons, où ils posaient, est-ce les planches, est-ce le fromage, on ne sait pas ce qu'ils posaient, une partie de leur chargement, qui était commandé, du moins qu'ils savaient où le mettre. Ils en étaient payés, si c'était... Ils étaient payés, oui, sur place. Ils n'étaient pas une traite à 90 jours, ils étaient payés. Et ils pouvaient quelquefois acheter avec ça d'autres produits. On a des traces de ceux qui avaient livré de la marchandise à Châlons, mais qui achetaient des tonneaux de vinaigre pour les livrer à Paris.
Alors vous voyez, en même temps qu'il faisait du transport, il faisait du commerce. Il ne voyageait que l'hiver, si vous voulez. Que quand, parce qu'il fallait, pour l'entretien de leurs chevaux, qu'ils soient là pour les semailles, pour la récolte du foin et pour la récolte de l'avoine, dont ils avaient besoin pour nourrir et bien nourrir leurs chevaux. Parce qu'ils avaient à cœur d'avoir des beaux chevaux, des bons chevaux, des forts chevaux, capables de tirer de voitures sur des longues étapes. Alors le soin des chevaux, c'était primordial. Il y a des gens qui ont prêté des lettres, hein, des lettres de Grandvallier. C'est là qu'on suit ce qui était la vie des rouliers. Dans telle auberge, ils descendaient, dans telle auberge, parce qu'ils descendaient à l'auberge, ils ne couchaient pas dehors, ils ne campaient pas. Et ils avaient leurs endroits privilégiés où ils se rencontraient d'une région à l'autre. Ils se retrouvaient où ils pouvaient donc échanger des chevaux. Parce que les auberges faisaient en même temps auberges pour les attelages. Ils avaient les provisions de foin, les provisions d'avoine pour nourrir les rouliers. Une chose que les gens de quoi vivaient-ils sur la route? Est-ce qu'il y a une identité grandvallière? Oui, il y a une identité grandvallière, une identité physique, si vous voulez, qui était très visible encore il y a quelque temps. Des gens grands, blonds, yeux bleus, assez typés, des costauds. Vous savez l'histoire que Napoléon, en allant je ne sais plus où en Italie, avait passé en revue la garde républicaine de Saint-Laurent et qui s'était extasié sur la bonne mine des soldats qui étaient là monter la garde pour la visite de Napoléon. Était-il déjà Napoléon ou n'était-il que Bonaparte? Il faudrait réviser ça. Et qui avait complimenté le chef sur leur bonne mine. De quoi les nourrissez-vous? Alors il avait répondu, de Beaulon, sire, de Beaulon, sire. Alors le Beaulon, c'était là le pain d'orge traditionnel de... Oui, c'est une histoire qui se raconte dans notre folklore. Est-ce une légende, est-ce vrai, etc. On ne peut pas vivre sans passé. On est le fruit de son passé. On est soi-même le fruit de son passé. Je vous ai dit que j'étais la petite fille de ma grand-mère qui racontait des histoires. Il me semble qu'on la voyait promener avec, quand elle racontait, qu'on trouvait oui, oui, tu nous l'as déjà dit, oui, 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 on connaît la suite. Il me semble qu'on la remballait. Il y en a d'autres qui écoutaient. Mais l'objet fait parler. Quand on exhibe quelque chose, combien de fois on est venu me montrer telle ou telle chose, à quoi ça sert? Dernièrement, en faisant des fouilles au Crozet, une maison qui se restaurait, mon fils m'amène deux choses que personne ne savait ce que c'était. Eh bien, c'était les peignes de vieil appareil de tisserand. J'ai su l'identifier. Tous ceux qui l'avaient eu entre les mains ne savaient pas ce que c'était. Moi, j'ai su dire l'utilisation. C'était utilisé dans un métier à tisser. Et ce qui dit que dans cette maison des Crozets, enfoui dans les caves, on a eu un jour ou l'autre un métier à tisser qui a pourri sur place. Vous voyez, c'est cet objet qui a parlé et qui me fait parler. C'est ça le patrimoine. L'objet parle et fait parler.
la racine du mot patrimoine, père, pater en latin, c'est quand même le souvenir des pères. Voilà comment on pourrait définir le patrimoine. Le souvenir des pères, donc de leur morphologie, de leur philosophie, de leur métier, de leur mode de vie. C'est ça le patrimoine, le souvenir des pères. Mais le patrimoine, c'est honorer l'espèce humaine dans son passé, dans son présent et dans son futur, si vous voulez. Ça y est, c'est arrêté? Oui. Vous couperez, hein? Parce que c'est trop long de me voir là avec mon bâton. C'est trop long de me voir assis sur mon mur, comme si j'avais rien d'autre à faire. Hein? C'est un peu monotone. Vous auriez pu vous promener dans le pays.